Chose exceptionnelle, l'œuvre de Karl Marx a été pour la première fois, vous me direz il était temps, pour la première fois mise au programme du concours d'agrégation de philosophie en 2015. Vous voyez, donc il y avait là une espèce de conjonction de traits qui n'était sans doute pas seulement due au hasard. En même temps, j'ai constaté qu'il n'y avait pas que dans les vitrines des libraires que naissaient des textes de Marx ou de discussions à propos de Marx. Il y a aussi les mouvements sociaux, je pense à ceux qui ont eu lieu avant le confinement et l'irruption de la Covid-19. Il y a les mouvements sociaux où l'ombre de Marx a plané. Par exemple, je pense aux luttes des personnels soignants qui disaient « l'État compte les sous, nous on comptera les morts ». Autrement dit, vous voyez, la santé n'est pas une marchandise et on ne peut pas gérer les hôpitaux comme des entreprises capitalistes selon la règle de ce que Suppiot a appelé la gouvernance par les nombres. En somme, devant les urgences de la santé et de la maladie, les eaux glacées du calcul égoïste n'avaient plus lieu d'être. C'est ce qu'il criait dans les rues et on reconnaissait évidemment la formule de Marx. On a vu ensuite les Gilets jaunes poser la question de la pauvreté, de la précarité insupportable de la vie pour des personnes qui sont actives, ce n'étaient pas des chômeurs les Gilets jaunes, hein, des personnes actives mais qui n'arrivent plus à se nourrir de leur travail et qui affirmaient également la nécessité d'une nouvelle représentation politique des humbles, des obscurs et des sans grade, et la fin des violences d'État via sa police et ses états d'urgence sécuritaire à répétition. Autrement dit, il posait des questions de lutte de classe et de démocratie véritable, où l'on pouvait en gros reconnaître la dénonciation d'une confiscation de la politique par les plus riches des très riches, ce que Marx appelait pour sa part le dépérissement de l'état de classe. Enfin, on a vu le mouvement, après les Gilets jaunes, le mouvement d'opposition aux retraites, au projet gouvernemental des retraites, dont tout le monde a bien compris que ce projet voulait instaurer un prolongement du temps de travail dans l'existence de chacun. Et dans le système actuel, travailler plus longtemps, ça veut dire trimer plus dur, accroître l'exploitation et aussi faire marcher l'histoire à reculons, car depuis 2 siècles, le temps de travail n'a cessé de reculer en France du fait d'un puissant mouvement de lutte sociale. On était donc bien dans une régression et dans ce que quelqu'un comme Lucien Sèvres a appelé une entreprise de décivilisation capitaliste. Décivilisation capitaliste. Déjà pointait le nez, en quelque sorte, non seulement de l'anticapitalisme, mais d'un après-capitalisme qui commençait à se dessiner. Et l'on voyait bien que dire que le communisme a de l'avenir, ça ne signifie pas du tout que le mot communisme décrit à l'avance une merveilleuse société lointaine de l'avenir, mais ça ne signifiait pas qu'il traçait le portrait utopique d'une société reculant sans cesse à l'horizon, comme tout horizon d'ailleurs, qui recule quand on s'approche. Non, dire que le communisme a de l'avenir, ça voulait dire qu'il permet de s'orienter dans les combats du présent et de rappeler les limites historiques de la réalité capitaliste, c'est-à-dire rappeler la réalité historique, ça veut dire que la société capitaliste a eu un commencement et que, comme toute chose, elle aura une fin. Ce que la négation dite autour du communisme, vous l'avez bien compris, le communisme est mort,
ça signifie exactement le contraire, c'est-à-dire le capitalisme est avec nous pour toujours et depuis toujours quasiment. Puis, alors, après ces luttes, est arrivée la Covid-19 et avec elle la crise sanitaire, le confinement. Le monde entier a été frappé par la maladie, l'inquiétude, la mort, et beaucoup de ces activités ont été mises à l'arrêt et le sont parfois toujours. Cette fois, on passait à une autre échelle, l'échelle du monde entier. Et nous avons certes déjà connu des épidémies brutales et de vaste ampleur, mais je n'ai pas souvenir d'une telle situation de confinement, de la montée d'une telle angoisse, et même de vous voir ici devant moi avec des masques, et encore mieux dans la rue. Vous voyez, c'était exactement le thème d'un film que vous avez peut-être vu, qui est sorti en France en 2011, un film de Steven Soderbergh qui s'appelle Contagion, et dont les dernières images sont justement celles-ci, celle d'une chauve-souris qui happe une baie dans une forêt, qui survole ensuite un élevage massif de porcs, où elle échappe cette baie, qui est mangée par un porc, lequel porc est transporté à Macao, et il est là consommé dans un restaurant, et vous avez comment l'affaire, la contagion, c'est le titre du film, et ce sont les dernières images du film. Autrement dit, vous voyez, c'était d'une certaine manière une anticipation de ce qui nous arrive. Comme lors des crises économiques du passé, eh bien, l'axiome qui régit le capital, c'est que les profits sont privés, mais que les dépenses sont socialisées ou publiques. Voilà. Ainsi, il est gagnant sur les deux tableaux. J'ajoute même qu'il peut l'être sur un troisième, celui des grands groupes qui vont fabriquer le fameux vaccin que nous attendons tous. Bon, il est donc urgent de revoir le cours du monde, car on voit bien que face à cette pathologie qui frappe la planète, l'Organisation mondiale de la santé ne peut que parler et n'a qu'un rôle de lanceuse d'alerte sans obligation de suivi. L'Organisation internationale du travail ne pèse que trop peu, même si elle nous dit que on voit que plus de 4 milliards de personnes dans le monde n'ont aucune, ne disposent, ne bénéficient d'aucune protection sociale. Il faut ajouter le milliard de personnes qui souffrent de la famine et les 2 milliards qui sont victimes de malnutrition. Ce qui veut dire que vous voyez évidemment ce qui se profile à l'horizon. C'est là que s'est posée avec force, à mes yeux, la question de l'après-capitalisme comme une évidence. J'ai pensé, après une telle épreuve, qui n'est d'ailleurs donc pas finie, on ne peut pas repartir comme avant. On évoquait, pendant un moment, on a évoqué l'idée du jour d'après. Moi, j'ai dit, évitons les remèdes comme la tisane et l'eau tiède, pensons au monde d'après, au système d'après, ce que Marx appelait précisément le communisme, dès lors qu'on le pense comme un combat inscrit dans le présent. Le communisme, ça ne naît pas après le capitalisme. Le communisme, ça naît dans le capitalisme et contre lui, en prenant prétexte de ces contradictions pour en déjouer les mécanismes et les retourner contre leur source. J'ai regardé un peu certaines des aspirations qui sont nées pendant le confinement et qui naissent là, dans la période, en m'en tenant à la France et sans aller regarder au-delà. On nous disait la France est un grand pays, la cinquième ou sixième puissance mondiale, et voilà que d'un seul coup, face à la pandémie, on a découvert qu'elle manquait de masques, de respirateurs, de lits, de médicaments, de tout ce qui était nécessaire en urgence pour faire face à la maladie et à la mort. Bref, on découvrait la France de la désindustrialisation, de l'affaiblissement, de la dépendance, et donc la grande puissance
proclamé sur les médias était en réalité l'expression d'un mensonge d'État. La France était désarmée, sans véritable défense face au péril. Pire, elle envoyait au front, en première ligne, comme on disait, des soldats sans armes. C'est quand même ce qui s'est passé. Deuxième trait, voilà que cet été même, des marchands de soleil ont fait la découverte que les touristes français dépensaient moins d'argent que les touristes américains, chinois, qui manquaient cruellement sur les hôtels de standing de notre pays. Autrement dit, on a pris conscience après coup de la France pauvre des Gilets jaunes. On a compris qu'elle était une vérité et que le train de vie réduit pour le plus grand nombre était bien toujours là. Troisième trait, l'épidémie a aussi révélé de façon béante les inégalités dans la société selon les lieux de résidence. Elle a souligné la fragilité et la précarité de l'existence et des activités des familles populaires dans nos banlieues. Moi, j'habite dans le 9-3, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis, la banlieue nord et est de la région parisienne. Je vous avoue qu'à un moment donné du confinement, j'ai craint qu'on ait des émeutes de la faim, parce qu'il y avait là des tas de gens totalement désarmés, sans le moindre boulot au noir, sans le moindre CDD, sans le moindre Uber, et d'un seul coup, ça éclatait au visage, mais éclatait en même temps, et ça m'a été d'un grand réconfort, des actes de solidarité pour nourrir ces personnes totalement dépendantes qui se sont manifestées avec autant de force. Et cet écart entre les empilements urbains des cités et puis la vie au grand air assurée à d'autres, ça indique bien, comme le disait Marx en son temps, qu'il faut repenser autrement la question du rapport de la ville et de la campagne. Et le Ségur de la santé qui a eu lieu par la suite et qui a été bâclé a bien montré qu'on n'avait pas tenu compte de rien. Je crois que le docteur Prudhomme va vous expliquer ça la prochaine fois bien mieux que je ne pourrais le faire. Mon maître, le grand philosophe Lucien Sèvres, qui a été frappé un des premiers par la Covid-19, s'est évanoui en allant voter au premier tour des municipales. On l'a transporté d'urgence dans les urgences de l'hôpital de Cachan, et comme il avait 94 ans, on a décrété, et qu'on manquait de respirateurs, on a décrété qu'il ne fallait pas le soigner, qu'on pouvait le laisser dans le couloir pour réserver à des plus jeunes, place aux jeunes en quelque sorte, les respirateurs, vous voyez, et ça, c'est quand même ce raisonnement-là qui fait que, au fond, il y a eu aussi des propos économiques sur le sujet du style, vous voyez, les personnes très âgées coûtent cher, beaucoup plus cher, elles reviennent beaucoup plus cher à l'économie et aux finances de l'État qu'elles n'ont d'espérance de vie. Par conséquent, on peut bien les laisser partir un peu plus tôt, un peu plus tard. Et moi, quand j'ai vu en région parisienne, à Rungis, dans la halle aux légumes, se superposer les cercueils, posés les uns sur les autres, je vous avoue que ça fait froid dans le dos, parce que ça veut dire que c'est une résurgence de la barbarie. L'Homo sapiens, ça fait 240 000 ans que son trait original par rapport à ses prédécesseurs, c'est d'enterrer ces morts avec respect et de ne pas les traiter comme des déchets. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Là, à cette occasion, on avait même prévu au départ de faire payer les familles pour cet empilement, ce stationnement de cercueils dans une halle à légumes, vous voyez, comme des cajots de tomates. Et ça, c'est quand même, pour ce régime, à mon avis, en tout cas de mon point de vue, une marque indélébile d'infamie. La nécessité de penser dans le cadre d'un après-capitalisme n'était pas complètement séparée d'aspirations qui se sont formulées à cette époque et qui étaient, au fond,
une critique de l'économie politique, je reprends le sous-titre du livre de Marx, Le Capital, une critique quotidienne, au quotidien en quelque sorte, de l'économie politique dominante. Voilà. Cette idée que le communisme a de l'avenir, vous voyez, d'un seul coup, prenait un relief, une dimension. Il n'existait pas seulement dans la vitrine des libraires, à travers le retour en grâce de Marx chez les intellectuels, il existait dans les luttes sociales qui ont précédé l'épidémie, et l'épidémie elle-même a révélé la force, en quelque sorte, de ces aspirations. Alors, j'en arrive et je termine rapidement maintenant la deuxième partie, qui est, oui, le communisme a de l'avenir si on le libère du passé. Hein. Il y a eu une excellente émission de France Culture qui a été pendant une semaine consacrée à Marx, vous l'avez peut-être suivi et écouté. Le XXe siècle a été le siècle du marxisme sans Marx. Le XXIe siècle pourra être le siècle de Marx sans le marxisme. C'est exactement le résumé, en quelque sorte, de ce que j'aurais à vous dire. On entend par marxisme ce que les partis, se réclamant de Marx, les partis communistes et socialistes même au départ, ont enseigné à leurs militants sous le nom de marxisme. Alors oui, ça je crois qu'on peut en effet aujourd'hui en débarrasser Marx. Il y a dans Le Capital, le gros œuvre de Marx, il y a une formule qui résume au fond ce qu'il entend par communiste. Il dit « c'est une société supérieure dont le principe fondamental est le plein et libre développement de chaque individu ». Alors, vous voyez que cette formule nous montre qu'on est très loin de ce que l'histoire du XXe siècle nous a permis de rencontrer sous le nom de socialisme existant ou sous le nom de social-démocratie. Cette image de Marx va peser, ce qu'on appelle le marxisme militant, comme il a été le fait d'État. Le marxisme était la doctrine officielle de l'Union soviétique. Eh bien, évidemment, ça a nourri des idées, comme par exemple le fait que le marxisme, c'était le culte de l'État à tout craint, ce qui permettait de l'opposer au libéralisme, qui est au contraire l'idée il faut laisser l'État à l'écart de l'économie, il faut laisser l'économie laisser faire, laisser passer. C'est bien vrai que si on regarde ce qu'on a connu en URSS à l'heure du socialisme, on y a bien connu un État central tout-puissant, une bureaucratie géante, centralisée, un plan autoritairement composé et imposé, un parti confondu avec l'État, le marxisme devenu doctrine officielle. Oui, oui, c'est vrai, mais enfin, Marx, c'est quand même le penseur qui, sous le nom de communisme, pense exactement le contraire, c'est-à-dire le dépérissement de l'État de classe, c'est-à-dire de l'État comme réalité surplombante de la société et imposant d'en haut des commandements à des gens qui sont censés obéir. Autrement dit, Marx n'est pas du tout le penseur de la suppression de l'État, mais c'est le penseur de la suppression de l'État comme réalité au-dessus et imposant des commandements à des gens qui sont là pour lui obéir et rien d'autre. C'est au contraire le penseur de la réappropriation de la politique par les citoyens. On pourrait formuler la même chose en disant que le communisme mènerait, si on se réfère au XXe siècle, à l'écrasement de l'individu sous la dictature du collectif, hein, l'effacement du « je » sous le diktat du « nous ». On pourrait montrer des tas de textes de Marx qui s'opposent à cela, ne serait-ce que dans une formule qui est devenue célèbre et qui est la formule qu'on trouve dans le livre le plus universellement lu de Marx et Engels, qui est le manifeste du Parti communiste, qui dit que le communisme est une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Remarquez bien l'ordre dans lequel c'est dit.
C'est pas le libre développement de tous, c'est la condition du libre développement de chacun, comme on pourrait le croire. Hein. Ça, c'est la définition du socialisme. C'est l'État qui donne la possibilité à tous, et après, chacun fait ce qu'il peut pour s'en saisir. La formule de Marx, c'est le contraire. Et il veut dire que c'est une association, pas simplement un type de société ou de rapports sociaux qu'on trouverait là et qui existerait d'une façon indépendante des associés, c'est-à-dire des gens qui participent à une association. Troisième malentendu, je ne fais que le signaler au passage, j'y reviendrai si vous le souhaitez, on a souvent associé Marx à ce qu'on appelle une tradition prométhéenne. Vous savez, Prométhée, c'était ce titan dans la mythologie grecque qui a volé le feu des dieux et qui l'a donné aux hommes. Et donc, on en fait la figure du développement exponentiel de la technique, des puissances humaines incarnées dans le feu et donc dans les techniques, les technologies, etc. Donc, Marx serait, au fond, un penseur qui se réjouirait à tout rompre du développement de la technique au mépris de la nature, des équilibres de l'écosystème, etc. Or, et c'est là, je pense qu'il y a là à détruire un malentendu, parce que je prends un des grands spécialistes des questions de l'écologie, qui en même temps connaît bien Marx, John Bellamy Forster. Voilà je vous lis juste un petit extrait. À divers moments de leur travail, à Marx et d'Engels, leur travail à tous les deux, à divers moments de leur travail, ils ont évoqué des problèmes comme ceux de la déforestation, de la désertification, du changement climatique, de la disparition des cerfs des forêts. À l'époque, c'était les cerfs, pas les sangliers. Bon. De la marchandisation des espèces, de la pollution, des déchets industriels, du relâchement de substances toxiques, du recyclage, de l'épuisement des mines de charbon, des maladies, de la surpopulation et de l'évolution ou de la coévolution des espèces. C'est en effet ce qu'on peut remarquer dès qu'on le lit un peu en le déconnectant de toute la tradition soviétique du productivisme, du stakhanovisme, etc. Eh bien, on trouve qu'au fond, vous voyez, pour le dire d'un mot, puisque le temps passe, Marx a été 5 ans avant l'invention du concept même d'écologie par Ernst Haeckel en Allemagne. Marx est celui qui a le premier utilisé une image qui fait Flores aujourd'hui et qui est celle-ci. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Eh bien, vous trouvez un texte là-dessus qui dit les sociétés humaines ne sont pas les possesseurs de la terre, elles n'en ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après l'avoir améliorée en bon père de famille. Et Marx est un de ceux qui a dit, par exemple, le travail ne peut absolument pas devenir un plaisir pur, un amusement, comme l'imagine Fourier, Fourier étant un socialiste de l'époque, comme l'imagine Fourier avec une naïveté de grisette. Donc vous voyez, Marx n'est pas de ceux qui disaient, au fond, ce qu'il faut, c'est que tout le monde bosse. Vous voyez, on a même été jusqu'à un moment à dire que c'était un penseur allemand, hein, la qualité allemande, il faut bosser. Voilà, non, ben pas du tout. Vous voyez, c'est même exactement le contraire. Donc il faut rompre avec la tradition pesante qui a recouvert la pensée de Marx, tant au XIXe siècle, il est mort en 1883, et à ce moment-là, le grand parti ouvrier de l'époque, en Europe, c'est le parti de la social-démocratie allemande. Et Marx n'en a jamais été membre, mais évidemment, c'était un parti ouvrier, donc il a bien été obligé de tenir compte de ce qu'il disait, de ce qu'il écrivait, de ce que pensaient les militants de l'époque. Il a toujours été un penseur du communisme, mais il n'empêche qu'à cette époque-là, on a défini, présenté la société de l'avenir comme une société socialiste. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, socialisme veut dire société d'après le capitalisme. Vous voyez, on voit que c'est quelque chose de plutôt évanescent.
la pensée actuelle, si j'en crois la formule des socialistes, si j'en crois la formule de Lionel Jospin, c'est oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Bon, alors vous voyez, oui à l'économie de marché, c'est-à-dire oui à l'économie capitaliste, non à la société de marché, parce qu'il faut la corriger, l'économie, par quelques mesures sociales et quelques mesures démocratiques. Dans la deuxième internationale, dominée par la social-démocratie allemande, eh bien la pensée socialiste, c'est une pensée qui se réfère à une société d'après le capitalisme. Ça n'est plus évidemment le cas aujourd'hui. Mon idée, c'est plutôt de dire qu'il y a bien quelque chose qui est mort au XXe siècle, mais ce n'est pas le communisme qui, lui, n'a jamais été essayé, en tout cas tel que Marx le préconisait, mais ce qui est mort, c'est plutôt le socialisme tel que l'envisageait au départ la social-démocratie allemande, parce qu'il n'a jamais pu voir le jour. Il a eu des bons moments, il a eu des réalités importantes en Suède, en Allemagne, etc. Mais en tout cas, il n'a jamais mis à mal le capitalisme. Et ce qui a échoué du côté de l'Est européen, c'est ce que j'appelle, moi, la social-autocratie des communistes, c'est-à-dire une prise en main brutale de l'État qui aboutit à quoi? On le voit aujourd'hui, qui aboutit à un retour en force du capitalisme dans la Russie d'Eltsine et de Poutine. Donc, il faut penser le communisme autrement que comme on l'a pensé au XXe siècle, aussi bien dans la tradition social-démocrate que dans la tradition communiste. Le communisme, c'était la société de l'avenir dans un horizon très lointain, voire même un simple idéal. C'est une autre manière de dire qu'on ne l'atteindra jamais, puisque, par définition, l'idéal, c'est ce qui est, en quelque sorte, hors de la réalité, même à long terme. Le communisme est un combat, un mouvement réel, qui a commencé au XIXe siècle, avec la révolution industrielle et l'apparition d'un acteur social et politique nouveau, le prolétariat, la classe ouvrière, le monde du travail, et ce combat-là qu'il faut poursuivre aujourd'hui parce qu'il a déjà rencontré, oui, des présuppositions, des acquis qui sont en quelque sorte des traits déjà là communistes. Vous voyez, une soirée comme celle de ce soir, c'est du déjà là communiste, parce que le communisme n'invitera pas à la supprimer, mais au contraire à la développer, à faire en sorte que toute la salle soit pleine, et ça tous les soirs. En tout cas, c'est déjà commencé. La sécurité sociale, c'est un déjà là communiste qui a été créé en 1946, puisque c'est pour la première fois qu'on a décidé, en quelque sorte, de payer la personne du travailleur, y compris lorsqu'il ne travaille pas et qu'il est retraité. Vous voyez, ou bien les congés payés, on pourrait dire aussi, vous voyez. Bon. Donc, on pourrait discuter de tout ça, mais je pense que si on revient à ma première partie, le communisme a de l'avenir, en effet, non pas du tout parce qu'il désigne une société de l'avenir, mais parce qu'il désigne une exigence du présent qui naît des contradictions du capitalisme lui-même. Aujourd'hui, si nous voulons éviter que la société des hommes et des femmes et des autres espèces vivantes, si nous voulons éviter que la vie disparaisse de la planète, ou soit en tout cas menacée, si nous voulons une société véritablement civilisée, eh bien c'est ça que Marx a appelé une société sans classe. Sans classe, c'est-à-dire sans dominant ni dominé, issu des réalités du travail et de la vie. Ça ne veut pas dire que ce sera un monde merveilleux de bisounours, mais ça veut dire simplement qu'il n'y aura plus, que le travail sera émancipé, c'est-à-dire sera sous la responsabilité, la conception et l'accomplissement plutôt de celles et de ceux qui l'accomplissent, que la vie elle-même sera émancipée, placée sous la direction de celles et ceux qui la vivent. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. C'est une formule de Marx qui va me servir de conclusion. Mais vous voyez combien, avec ces idées-là, je crois, en tout cas moi c'est ma conviction, eh bien,
on arrive à cette idée que il faut en finir de l'étapisme. L'étapisme n'a rien à voir avec Bernard Tapie, hein, vous l'avez bien compris. Mais le communisme comme une étape. Vous voyez, on a des partis politiques qui n'arrêtent pas de se fixer des étapes, et c'est jamais celle du communisme. Le communisme, c'est toujours plus tard. On verra, on en parlera quand ce sera le temps, quand le moment sera venu. Mais il faut en parler maintenant, parce que c'est maintenant qu'il existe déjà et qu'il faut le développer et le faire grandir. Vous voyez, encore une fois, le communisme, ce n'est pas une société d'après le capitalisme. C'est une société qui naît dans le capitalisme, contre lui, et pour subvertir ses pouvoirs et ses dominations. Je vous remercie de votre attention. Ce sont toujours dans les pays arriérés que ces révolutions se sont faites et qu'elles ne pouvaient pas d'emblée passer au communisme. La question qui se pose pour nous est différente. Dans les pays développés, le raisonnement peut être différent. Le capitalisme produit ses propres fossoyeurs, ceux qui vont le mettre à mort, c'est-à-dire les prolétaires, les ouvriers, les travailleurs, quelle que soit la forme historique qui corresponde à ces mots. Bon. Le capitalisme produit non seulement ses fossoyeurs, mais il produit ses successeurs, c'est-à-dire ceux qui feront mieux que lui sans lui. Passer dans une société nouvelle, on n'a pas besoin de casser les machines modernes existantes aujourd'hui dans un pays comme le nôtre. On a besoin simplement de continuer à les développer et surtout de les utiliser de manière totalement différente qu'on les utilise aujourd'hui. Donc, bien sûr, le mouvement du capitalisme, dès lors qu'il engendre des contradictions, et on les voit bien, hein, les inégalités sont une des facettes les plus voyantes de ces contradictions, eh bien, en effet, pouvait conduire à penser que c'est dans les pays économiquement les plus développés que pouvait naître, en quelque sorte, la possibilité véritable d'une révolution du monde du travail, le capitalisme produisant non seulement ses fossoyeurs, mais en même temps des travailleurs qui seraient capables de vivre sans eux, sans les patrons, sans l'organisation capitaliste du travail, qui pourraient vivre sous leurs propres décisions à eux-mêmes, et qui pouvaient donc être les successeurs d'une civilisation nouvelle, sans dominant et sans dominé, sans oppression et domination dans le travail. Bon, ça c'est en effet ce qu'on aurait pu attendre, mais ce que Marx a aussi montré, c'est que l'histoire ne se réduit jamais à de l'économie. Alors que la théorie économique, surtout si on réduit Marx à de l'économie, ce qu'ont fait les soviétiques quand même, la révolution dans des pays développés, d'où par exemple le fait que Marx a très longtemps pensé que la révolution commencerait en Angleterre. Et puis il a bien, parce que c'était là, d'ailleurs il y a des lettres où il le dit très clairement, c'est là que c'est le plus développé économiquement au niveau des forces productives. Bon. Donc il a pensé que c'était l'Angleterre, puis après il a bien été, il a d'abord pensé à la France en 1948. Puis après, à l'Angleterre, hein, dans les années justement où il vit à Londres, il est en exil, il est chassé de partout, il vit à Londres et c'est là qu'il étudie et qu'il écrit Le Capital. Et c'est là où il attend et il espère en quelque sorte que les contradictions sont les plus intenses, les plus vives, et donc c'est là que le prolétariat anglais va pouvoir se saisir de ses propres conditions de travail et de vie. Et c'est là que ça ne se fait pas parce que, dit-il, en même temps, il constate que c'est en Angleterre que le capitalisme est le plus moderne et le plus développé, mais c'est aussi là qu'il est le plus passé à l'extérieur de l'Europe. C'est là que le premier empire colonial, l'esclavage, etc., va se constituer. Et les ouvriers anglais, par exemple, vont en quelque sorte bénéficier de ces rapines commises à l'extérieur et vont voir leur côté, leurs aspirations à la transformation révolutionnaire, en quelque sorte, disparaître ou passer au second plan, dans quelque chose qui va être une opposition aux travailleurs irlandais. Hein. Les travailleurs irlandais arrivant en Angleterre et devenant la cible
des travailleurs anglais parce qu'ils faisaient baisser les salaires des travailleurs anglais. Vous voyez, quelque chose qu'on connaît bien maintenant en France et qui nourrit, en particulier dans des couches populaires, l'électorat de Le Pen. Hein. Bon. Après avoir beaucoup rêvé, en quelque sorte, de l'Angleterre, il va passer à l'Allemagne. L'Allemagne où, en effet, se construit un grand mouvement ouvrier, puissant, mouvement social-démocrate. Marx était allemand, il parlait l'allemand, il connaissait bien la réalité allemande, etc. Et donc, il a pensé que là, oui, allait pouvoir, dans un pays développé, allait pouvoir se construire une société nouvelle. Et puis, bon, la guerre 14 fait que tout ça est bouleversé, les conditions politiques sont très différentes, et c'est finalement en Russie où, grâce au génie visionnaire de Lénine, va pouvoir se construire une société nouvelle. Mais en même temps, le même Lénine le dit très vite et le constate très vite, c'est très difficile de faire une société nouvelle sans travailleurs. Hein. L'erreur, c'est la troisième internationale, c'est-à-dire c'est l'obligation par tous les partis communistes du monde, quelle que soit la réalité de la société où ils sont, d'appliquer les mêmes schémas de pensée et d'action que les soviétiques. C'est comme ça qu'on va fabriquer ce qu'on va appeler un marxisme-léninisme, qu'il va falloir appliquer partout, même là où ce n'est pas... Les sociétés sont pourtant totalement différentes. La pensée dialectique pourrait se nourrir de la pensée des systèmes, mettant en jeu les boucles de rétroaction positives et négatives dans l'évolution des systèmes sociaux, écologiques. Et du coup, pensant le monde comme intrinsèquement contradictoire, tout comme dans le capitalisme pouvait naître le communisme, est-ce que dans le communisme pouvait naître le capitalisme ? Quelle boucle de rétroaction négative faut-il avoir dans un système communiste pour qu'il le persiste, voire même des boucles de rétroaction positive pour l'amplifier? Le travail ne peut se développer qu'en faisant disparaître le capital, c'est-à-dire en s'émancipant des limites qui sont celles du capital. Et donc, dans une contradiction, il y a deux contraires qui s'affrontent, deux éléments qui s'affrontent, mais qui ne restent pas fixes, qui ne restent pas stables. Et tout progrès de l'un est un recul de l'autre. Et vous voyez, en gros, la formule, c'est on peut changer, le travail peut changer la société, c'est-à-dire le pouvoir du capital, jusqu'à faire disparaître le contraire du capital. Pas le faire disparaître physiquement, ça ne voudra pas dire tuer tous les capitalistes, mais ça voudra dire faire disparaître la domination du capital. Voilà. Ça, c'est un antagonisme. Mais il y a des contradictions qui ne sont pas de nature antagoniste. C'est même celle qu'on trouve chez Hegel, qui est le penseur de la dialectique d'avant Marx et dont Marx s'est beaucoup inspiré. Lénine disait les contradictions survivront il y aura des contradictions dans le communisme, bien entendu. C'est-à-dire ce ne sera pas un monde idéal, une sorte de paradis sur Terre. Je dis ça parce que souvent on nous dit, au fond, le communisme, c'est l'idée d'un monde qui serait le paradis descendu sur Terre. Vous voyez? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'ailleurs, on ne sait pas bien ce que ce sera. Le communisme, une fois établi, là on en est au fragment du communisme, au déjà là du communisme, mais on n'en est pas à une société évidemment communiste. Bon, le pari, en tout cas qu'on mène, c'est qu'il n'y aura plus d'antagonisme, et en particulier d'antagonisme de classe, puisque ça vise à le faire. L'objectif, c'est justement de les éteindre et de les faire supprimer. Donc, dire que le communisme naît dans le capitalisme, ça me paraît quand même... Enfin, moi, ça me... Qui est des prémices, oui, la sécurité sociale, vous en avez parlé, mais la sécurité sociale de 45 ou 46, elle n'est plus la même aujourd'hui. Elle a été grignotée progressivement par le capitalisme. Bon, le code du travail a été démoli en grande partie. Et la sécurité sociale, avec la réforme des retraites, c'est le dernier bastion de résistance d'une certaine idée du communisme qui peut disparaître dans les années prochaines. La période où nous sommes, c'est une période où l'idée
de mort du communisme est une évidence, si vous voulez, pour tout le monde, tellement elle a été martelée pendant 30 ans, 40 ans par les médias. Or, vous comprenez bien que les médias se foutent complètement de ce qui s'est passé réellement en URSS, etc. À part qu'il y a eu des morts, 100 millions de morts. Alors, vous savez, le livre noir du communisme vous donne des chiffres. Bon. Et les gens qui utilisent la formule, l'essentiel qu'ils en retirent, c'est pas de savoir ce qui s'est passé en URSS, c'est ce qu'on pourrait faire pour ne pas recommencer avec un bilan aussi accablant. Ce qu'ils voient dans l'expression « mort du communisme », c'est l'idée qu'il n'y a plus rien qui s'oppose à la domination ad vitam aeternam du capitalisme. Voyez bien que c'est pour ça qu'on vous le répète tous les jours. C'est qu'il n'y a rien d'autre. Une formule d'Alain Minc, qui est un des penseurs de la droite, en même temps qu'un homme de finance, il a dit cette formule, il a dit « La société de marché, c'est naturel comme la marée. » Bon. Vous n'allez pas penser à détruire la marée. On ne peut donc que se défendre contre ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans le défensif. C'est ça le grand problème des luttes aujourd'hui. On est contre, et on a raison d'être contre. Contre Macron, contre le projet gouvernemental des retraites, contre la domination financière. Ce qui fait qu'il y a peu d'enthousiasme dans les luttes qu'on mène, c'est qu'on les mène en quelque sorte enfermés dans le défensif, dans l'idée qu'on ait le dos au mur et qu'il faut se défendre contre des agressions de l'adversaire. Voyez, mais qu'on ne peut pas rêver à un autre monde que celui de l'adversaire. C'est cette idée-là qu'il faut abattre. Remarquez quand même comment la situation a bougé. L'URSS s'effondre en 1991. En 1992, paraît le livre qui va devenir un best-seller mondial, le livre de Francis Fukuyama, un universitaire américain, ancien membre du département d'État, c'est-à-dire un agent de la CIA, bon, en même temps qu'un universitaire, mais il n'y a pas que des idiots à la CIA, bien entendu, hein, vous l'avez compris. Bon, Francis Fukuyama a écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Bon, l'URSS s'effondre, la conclusion qu'en tire immédiatement le monde capitaliste, la bourgeoisie, l'histoire est finie. L'histoire est finie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus des jours et des nuits, il n'y aura plus d'histoire, il n'y aura plus de calendrier. Non. Tout ce qu'il pouvait y avoir comme système social et politique, ben, ça y est, nous y sommes. Il ne peut rien y avoir de mieux que ça. Le dernier homme, c'est un homme qui se satisfera des inégalités croissantes qui secouent le monde et qui vont le secouer. L'enthousiasme à l'égard du capitalisme, c'est-à-dire à l'égard du mariage de l'économie de marché et de la démocratie parlementaire, telle qu'elle est formulée dans le livre en disant c'est ça l'apothéose de l'histoire, vous voyez bien qu'aujourd'hui ça n'est plus de saison. Vous voyez. Si on arrivait à dire mais non, il n'y a pas une voie pour l'avenir du monde, il y en a au moins deux. Et l'une d'entre elles, c'est l'après-capitalisme. La conscience du contre est insuffisante pour nourrir la conscience du pour. Et bien plus fort quand on est contre, quand on sait pourquoi on est et vers quoi on veut aller. Et moi je crois que si on avait des luttes aujourd'hui plus offensives sur cette question, l'après-capitalisme, le communisme, ce qui est en gestation, ce qui fermente, ce qui bouillonne. Quand Marx écrit le manifeste du Parti communiste, il écrit le manifeste et les sociétés sont totalement capitalistes, mais en même temps c'est le capitalisme à ses débuts, en 1848. Oui. Complètement, c'est des paysans. Hein. La France est une société de paysans. La classe sociale la plus nombreuse en 1848, c'est les paysans. Bon. Donc, eh bien aujourd'hui, pour la première fois dans le monde, dans l'ensemble de la population active, pour la première fois, il y a plus de 50% d'ouvriers. Quand on nous dit « mais il n'y a plus d'ouvriers en France », d'abord c'est faux, parce qu'on a fait disparaître le mot « ouvrier ».
On l'a remplacé par opérateur d'installation, par exemple. Il y a encore plus d'un tiers de la population ouvrière en France qui travaille, alors que le pays est désindustrialisé. Les textes de Marx sont encore bien plus vrais aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au moment où il les a écrits. Il faut qu'on se mondialise, nous aussi, dans nos têtes. Regardez Carlos Ghosn. Il a 144 demeures dans le monde entier. Il ne peut même pas les habiter toutes, vous me direz. Bon, mais ce n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il est le matin à Shanghai, l'après-midi à Washington, vous voyez, etc. Cet homme-là, il vit dans le monde. Il faut aussi qu'on se mondialise dans la tête. Lénine l'a montré, il faut, pour que les travailleurs progressent, une certaine avant-garde pour développer le prolétariat. Est-ce que vraiment l'attentisme est une solution? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se diriger vers une avant-garde éclairée, syndicale et ouvrière dans le parti, comme à l'époque des SR et des bolcheviks? Plutôt que de dire, en gros, il faut qu'une avant-garde vienne secouer un peu tous ces gens endormis, l'attentisme qui existe, je crois que cette idée, qui est une résurgence du parti léniniste d'avant-garde, bien entendu, je l'ai bien compris, eh bien, en tout cas, que l'avant-garde, si on veut, pour le moment, ce soit celle qui fasse naître l'idée qu'il y a un avenir, qu'il y a un pour, et qu'on peut être pour, et que c'est ce qui donne, vous voyez, je crois que c'est ça qui secouera peut-être le caractère un peu désespéré, parce que le gouvernement l'a bien compris. Vous voyez, on parlait du jour d'après pendant le confinement. On n'en parle plus maintenant. Vous avez vu, bon, le jour d'après, c'est la continuation de l'avant, et c'est même la continuation de l'avant plus fort, puisqu'on prend prétexte de l'épidémie pour dire qu'il faut être encore plus capitaliste qu'avant l'épidémie pour rattraper le retard et tout ça. Bon. L'idée de faire naître une espérance positive et donner aux luttes à la gauche, tout ce que vous voulez, le rassemblement de toutes les forces écologistes, syndicales, associatives, tous les mouvements, la guerre avec Bakounine et les adhérents de Bakounine, la guerre avec Trotsky et les adhérents de Trotsky, tout ça c'est des choses passées, mais il faut donc rassembler, ce qui ne veut pas dire oublier l'histoire, il faut donc rassembler, mais rassembler sur un projet positif. Et on veut nous apprendre à ne pas gagner les batailles. Et il faut en gagner. Et gagner, je crois que ça se fera plus. Là, on est en train de nous mettre ce que j'avais appelé, moi, il y a bien longtemps, une pédagogie du renoncement. On est en train de nous expliquer par la pédagogie qu'on ne peut pas gagner par les luttes, par les manifestations. Regardez les projets, les batailles pour la retraite, les manifs tous les 8 jours, on en a fait partout en France. Et la position du gouvernement, c'était « vous ne gagnerez pas comme ça, parce que nous ne voulons pas, parce que vous n'avez pas d'avenir ». L'idée, par exemple, d'une civilisation nouvelle pour les retraites, autour de l'idée de troisième vie, et plus de troisième âge, par exemple. Hein? Ça, ce serait, vous voyez, un truc positif, et une manière de compléter le déjà-là communiste qu'Ambroise Croizat a pu faire aboutir en 1946.